Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast ML2. On enchaîne en ce mai après avoir parlé de la JOCR en présence de Nicolas Fillon et puis de Fred Chambaud, puis d'Angers et de Caen avec Stéphane Moulin au mois d'avril. Et puis avant toute chose, avant de vous présenter notre invité pour ce premier épisode du mois de mai, j'accueille celui qui va m'accompagner pour cet épisode. Il fait partie de la team ML2, il est journaliste pour la team ML2, c'est Julien Parisot. Comment ça va Julien? Salut Karel, ça va très très bien. Ravi de refaire cet épisode-là, voilà, entre deux journées de Ligue 2 qui sont passionnantes et très intenses. Ça fait du bien aussi d'un peu pouvoir se poser et discuter un peu plus au calme, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Puis on le redit à chaque épisode, mais Julien qui n'en a pas raté un pour le moment, donc Ouais, la régularité est folle. La j'en suis pas régularité peu est folle. fier. Bah, il y a de quoi, t'es le seul hein, au final, Ouais. donc tu peux être fier. Et puis voilà, j'évoquais un peu les épisodes du mois d'avril. On a parlé de plusieurs clubs emblématiques de notre Ligue 2 lors des dernières semaines. Et puis on va pouvoir en évoquer bien d'autres aujourd'hui avec notre invité, puisque comme toujours, on a un invité avec nous, un entraîneur qui a passé 3 ans et 120 matchs en tant qu'entraîneur principal du Havre, puis une saison, 35 matchs à Amiens, pour ne parler que des équipes professionnelles. Il est désormais entraîneur du FC Sochaux en national. C'est Oswald Tanchot qui est avec nous aujourd'hui. On aura le plaisir d'échanger avec lui. Comment tu vas, Oswald? Bonjour Karel, bonjour Julien. Écoutez, ça va pas trop mal, ça va. Bah, c'est parfait, on a plusieurs thèmes à aborder aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y a Le Havre, il y a Amiens, qui sont des habitués de notre Ligue 2, même si Le Havre se bat pour son maintien en Ligue 1 en ce moment. C'est plutôt bien parti, d'ailleurs, pour les Havrais, même s'il faut finir le job. Il y a eu cette aventure en Grèce aussi qu'on va évoquer. Et puis forcément, le gros thème de notre podcast aujourd'hui, le FC Sochaux Montbéliard, puisque c'est l'actu chaude aussi d'Oswald. Et puis pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet avec voilà, les différentes étapes de ta carrière. Je voulais te demander comment tu vas. Voilà, on est à deux journées de la fin de la saison de nationale. Le maintien du FC Sochaux est assuré. Comment tu vas? On imagine qu'il y a voilà, de la fatigue peut-être qui arrive maintenant que la tension redescend un peu, que la pression redescend un peu. Comment tu vis cette fin d'année, cette fin de saison 2023-2024? Bah, je crois que comme tous les entraîneurs qui arrivent au bout d'une saison, on est tous un peu fatigués. Alors de notre côté, on a la chance, ou la malchance, je sais pas, de ne rien avoir à jouer sur les derniers matchs, si ce n'est que de prendre du plaisir. Donc il y a de la fatigue. Nous, on a vécu une saison, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, très particulière, assez extraordinaire dans son déroulé. Donc il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui font qu'on a besoin de se reposer pour réattaquer la suite là sur les semaines qui viennent. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, au final, de retrouver un peu le rythme d'entraîneur voilà, de club au quotidien? Parce qu'avant ça, tu as eu une saison où tu étais éloigné des bancs. Ça t'a fait du bien de retrouver ce rythme-là? Est-ce qu'il t'a fallu un peu de temps pour te remettre dans le bain ou c'est revenu rapidement? Non, c'est revenu naturellement. C'est au contraire beaucoup de fraîcheur quand tu retrouves ce que t'aimes, ta passion, entraîner, être au contact des joueurs. Alors malheureusement, moi, ça n'a pas été tout repos parce que j'ai tout de suite été au cœur d'une actu assez incroyable. On préparait la Ligue 2 et puis on s'est retrouvé quasiment à ne plus avoir de travail au bout de quelques semaines. Puis pour finalement rebasculer sur le national, mais pour répondre à la question, non, ça revient tout de suite et surtout on sent qu'on a énormément d'énergie quand on rebascule comme ça sur un poste après avoir été sur le côté. Ouais, on va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Comme je l'ai dit, ce sera notre gros thème, cette saison très très particulière avec le FC Sochaux. Et on est très content au final qu'elle se conclue de la bonne manière avec l'objectif rempli. Mais avant ça, on voudrait revenir un peu sur ton début de carrière, on va dire professionnelle, puisque j'ai parlé du Havre, j'ai parlé d'Amiens, mais avant ça, il y a eu le Poiré-sur-Vie, il y a eu la Vitréenne également dans le monde plus amateur. Et puis je me demandais justement, après ces multiples saisons au Poiré-sur-Vie, toi, comment tu es arrivé en tant que assistant, entraîneur assistant au Havre, entraîneur assistant de Bob Bradley, parce que c'est un peu là que tout a commencé pour toi dans le monde professionnel au final. Bah, en fait, j'avais été sollicité par le club du HAC pour un entretien en vue de prendre le poste de coach numéro un. Entretien qui s'était très très bien passé. Mhm. J'avais, je pense, réussi cet entretien-là et les dirigeants étaient sur le point de me confier la responsabilité de l'équipe. Et le propriétaire du HAC, comme tout le monde le sait, est un Américain. Il a eu l'opportunité de recruter Bob Bradley, coach très connu aux États-Unis, ancien sélectionneur de l'équipe nationale. Donc il m'a proposé dans un premier temps de venir en tant que coach adjoint.
d'une part pour l'aider dans la connaissance de la France, de la Ligue 2, de la mentalité française, on va dire. Et puis d'autre part, pour moi, me permettre de m'intégrer progressivement, de connaître le club, d'arriver, on va dire, sans pression, et aussi de bénéficier de l'expérience de Bob. Donc c'est comme ça que je suis arrivé en tant qu'adjoint. On ne se connaissait pas avec Bob. On a d'abord fait Mhm. 2 meetings pour se rencontrer, pour se connaître, pour voir comment on pouvait fonctionner ensemble. Mais il était clair que Bob venait dans un objectif de se faire connaître en Europe. Pour son rêve ultime, c'était d'aller en première ligue, ce qu'il a réussi à faire plus tard. Et il était convenu que moi, à la suite de son départ, lorsqu'il partirait, je prendrais la suite et que à ce moment-là, j'aurais eu un peu de temps pour bien connaître le club. Voilà comment je suis Tu, arrivé là-bas. très bien, tu l'as dit. En plus, c'est intéressant parce que ça me permet d'enchaîner. Ça t'a permis aussi de, voilà, de t'accoutumer avec la culture du club, de prendre un peu tes marques. Toi, tu considères que ça t'a vraiment facilité la transition? Le bon choix d'arriver d'abord dans ce rôle d'adjoint? Bah, avec le recul, je me dis qu'effectivement, c'est bien parce que ça se fait en douceur. Ça permet d'être moins exposé, évidemment, dans l'ombre du coach numéro un, aussi de découvrir une autre facette du métier, d'être dans la peau du coach assistant. On avait un staff qui était très riche, on était très nombreux dans le staff, mais j'étais censé être son assistant principal. Et du coup, ça m'a aussi permis d'acquérir une autre expérience dans la gestion de mon staff par rapport à ces rôles-là, parce que je le connais du coup. Et puis de bien m'imprégner aussi de ce qu'était le club, de la culture du club, des habitudes. Et pour le coup, je trouve qu'effectivement, ça m'a aidé. Avec le recul, justement, comme tu le disais, tu réalises quand même 3 belles saisons en Normandie avec Le Havre, avec en plus une participation au play-off en 2017-2018. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, qui t'a manqué, qui vous a manqué en tant que club aussi à l'époque, pour réussir cette montée? On sait que les playoffs, c'est vraiment difficile pour les clubs de Ligue 2. Qu'est-ce que tu dirais qu'il a manqué, toi, à ce moment-là? Dans cet extrait, on fait référence au second tour des playoffs d'accession à la Ligue 1 entre Ajaccio et Le Hack lors de la saison 2017-2018. Initialement prévu le samedi 18 mai, le match avait finalement été reporté au dimanche 19 mai pour de multiples incidents. Bah, je dirais que sur la deuxième saison, il nous a rien manqué, si ce n'est d'avoir un match de barrage enfin de play-off joué dans d'autres conditions. Parce que je pense que si on passe ce match-là, on doit jouer Toulouse. Et vu notre dynamique de fin de saison, on a vraiment Mhm. toutes les chances de passer, donc on le saura jamais. Mais en tout cas, pour moi, sur cette saison-là, il nous a rien manqué d'autre que d'avoir des conditions normales. C'est mon opinion et de beaucoup de gens qui ont participé à ce match. Après, on va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Ensuite, si on doit parler de la troisième saison, je pense qu'on a mal géré notre intersaison dans la continuité de ce fameux playoff. En termes de gestion d'effectifs, on a eu aussi des changements à l'intérieur du club dans la gouvernance avec le départ de notre DG à l'arrivée d'un autre. On a fait un mercato d'été sans réel DG. Voilà, et on avait beaucoup de joueurs en fin de contrat lorsqu'on a démarré la saison, 6 cadres. Et je pense que ça a été. En fait, je pense que l'aventure, ou en tout cas la dynamique du groupe, s'était quelque part arrêtée à la suite des playoffs et il aurait fallu peut-être qu'on renouvelle un peu plus ou qu'on fasse des choses différentes. Donc sur la deuxième partie de saison, parce qu'on était très bien placé à Noël, sur la deuxième partie de saison, à partir du moment où on a mal géré le Kamoukoudi qui a été interdit de jouer par la direction, il y a une dynamique qui Mhm. s'est cassée. On est en quart de finale de la Coupe de la Ligue, qualifié en Coupe de France, on est allé gagner à Bordeaux, Ligue 1 à l'extérieur. Et cette gestion-là du Kamoukoudi et deux ou trois autres aussi soucis internes ont fait que la dynamique était cassée et on a fini, je crois, de mémoire à la 7e place, mais on avait vraiment le potentiel pour faire mieux en termes de qualité de joueur, de vécu. Donc, voilà, donc c'est autant dans la continuité du playoff que dans la gestion de certains dossiers internes qu'il aurait fallu faire autrement, mais ça on le sait toujours qu'après. On sent qu'il y a quand même des regrets encore, hein, je veux dire, c'est normal un peu après coup d'avoir justement cette amertume, on va dire, de ne pas avoir pu aller au bout, surtout quand c'était si prometteur, quoi. C'est. Bah, il y a le scénario du match qui fait que on est devant jusqu'à la 125e minute. Bon, Mm, tout le monde se rappelle de ce match. Il y a quand même des choses. On a quand même eu de déplacements en 48 heures. On a su que bien le sûr. soir, le samedi, qu'on jouait le lendemain. Enfin, ouais, il y a eu beaucoup de choses, mais on va pas revenir sur tout ça. Ça fait partie de notre histoire et de l'histoire de ces playoffs. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, qui s'en rappellent. C'est un match quelque part qui est rentré dans l'histoire hein, pour plein de Mhm. raisons.
Donc c'est pas réellement des regrets, c'est juste que quand une saison se conclut de cette façon-là, pour tout le monde c'est difficile, pour les joueurs, pour les supporters, pour le staff, parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Et quand on est aux portes de la Ligue 1 et que ça se ferme comme ça devant nous, c'est toujours difficile, mais on pouvait être fiers de ce qu'on avait fait, parce qu'on avait fait une fin de saison absolument incroyable, où à un sprint final on avait gagné quasiment tous les matchs pour pouvoir passer devant Brest et recevoir Brest en play-off, les battre et aller à ce fameux match à Ajaccio. Mais c'est pas des regrets, ça fait partie de notre histoire, et puis il faut continuer de vivre avec ça, c'est pas un problème. Et puis de saison en saison, le plus dur est toujours de confirmer. Alors on y reviendra après, mais c'est sûr que là, j'imagine que tu attendais aussi peut-être que ça se finisse autrement avec le hack à ce moment-là, quoi, que c'était. Moi, j'ai une relation très spéciale avec le président Volpe, qui m'a fait venir, qui m'a fait confiance, qui a toujours été derrière moi. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et avec qui on a vraiment bien fonctionné, comme avec la majeure partie des gens du club. Après, évidemment, 3 ans dans un club comme ça, c'est beaucoup. Vous l'avez dit, un certain nombre de matchs. Il y a eu beaucoup de joueurs qu'on a pu lancer, vendre, promouvoir. Donc ça rentre aussi dans le modèle économique du club. Mais ma rupture avec le HAC s'est faite dans de très bonnes conditions Bon, ok. à la fin de la 3e saison. C'est ça, ouais. Donc ça Au n'a bout pas d'un été cycle. au bout d'un cycle. Voilà, c'était la fin d'un cycle. Et j'avais voulu, sur sa demande, parce qu'après le play-off, j'avais beaucoup de sollicitations, et notamment une d'un club très ambitieux qui souhaitait me recruter, et il m'avait demandé de rester pour lui et on va dire, pour oublier le barrage, il fallait qu'on reste tous. Il m'a dit, t'es la tête de gondole, il faut que tu restes avec les joueurs pour que l'année prochaine on monte. Donc j'avais cédé à cette demande-là parce qu'il m'avait donné le poste, donc je pouvais pas partir comme ça, et j'étais resté. J'aurais peut-être dû finalement, après coup, penser qu'après le barrage c'était la fin de l'histoire et peut-être partir. Et aujourd'hui, finalement, le Havre est en Ligue 1 avec Lucas Elsner justement à la tête de l'équipe. C'est marrant, vous avez un petit chassé-croisé avec Lucas Elsner, si je puis dire. Donc, juste avant de parler d'Amiens, où tu as été son assistant pendant 5 matchs, il me semble, avant de prendre le relais en cours de saison. Est-ce que tu continues à suivre un peu les saisons du Havre? J'imagine que oui, c'est une aventure qui a dû marquer. Là, le Havre est pas loin du maintien en Ligue 1. Quel regard tu portes un peu sur l'évolution du club aussi? C'est évidemment, je suis le HAC de très près, et je suis vraiment content pour le club, déjà, les supporters, la ville, et pour Lucas, de ce qu'ils ont fait la saison dernière, de l'accession, et de ce qu'ils font cette année, parce que bon, on va pas crier victoire trop vite, mais je pense qu'avec ce week-end, ils ont frappé un grand coup. Il faut finir le travail, mais ce qu'ils ont pu réaliser dans des conditions, on va dire, difficiles, avec, tout le monde le sait, la répartition des droits télé, une première année en Ligue 1, c'est un championnat à 18, c'est fort. Donc j'espère qu'ils vont rester en Ligue 1. Après, pour parler de l'évolution du club, l'évolution, elle est un peu différente de ce que j'ai connu, où la gouvernance et le modèle de gouvernance sportive est différent. Et l'arrivée de Mathieu Bonnemer, évidemment, a fait énormément de bien. Il y a Momo Elkaras, que j'ai connu à l'époque à la formation, qui est là avec Mathieu, Lucas, qui a réussi à amener tout son staff, l'ensemble de son staff, de l'équipe technique. Et il y a eu un nouveau souffle, et je pense qu'ils ont bien fait à ce moment-là de renouveler un peu l'ensemble de l'organisation sportive pour remettre de la fraîcheur. Et dès la première année, ils ont réussi à monter, alors qu'ils n'étaient pas sur la ligne de départ les favoris. Donc il y a eu du très bon travail de fait. Et on le disait justement, Lucas Elsner, que tu connais bien, puisque pour faire une petite transition, tu as été son adjoint à Amiens. J'aimerais parler de cette saison à Amiens. À quel point ça a été difficile de prendre son relais dans le contexte Picard de l'époque, c'est-à-dire une descente en Ligue 2, un début de saison un peu compliqué. Comment tu as vécu, toi, ce passage de témoin avec Lucas Elsner? Effectivement, c'était une saison très particulière, parce que le club d'Amiens était rétrogradé à la suite de l'arrêt des championnats, suite au Covid. Donc c'était pas une relégation qui a été vécue. Déjà, c'est une relégation qui a été confirmée très tardivement, parce qu'il y a eu des recours. Donc on a préparé d'abord la Ligue 1, puis la Ligue 2, puis peut-être la Ligue 1, avec des stades au départ avec une capacité à 5000, puis vide. Et on va dire cet épisode extrasportif d'une relégation sans aller au bout des matchs, de tous les matchs du championnat, a quand même été un héritage difficile à porter pour tout le monde.
Le club est en plein essor, avait fait des choses très marquantes les années passées et il est rétrogradé sans avoir eu la chance de jouer sa chance maintien jusqu'au bout. Lucas a redémarré la saison. Au départ, quand je suis arrivé, il y avait une prolongation qui était prévue pour tout le monde. Pour lui, elle a tardé à arriver. Et quand un entraîneur vit une relégation et qu'il redémarre la saison d'après, on sait que s'il y a un mauvais départ, il y a toujours Ouais. une crispation qui fait que les choses peuvent changer. Alors pour tout vous dire, à l'époque, j'avais refusé pendant très longtemps le poste. Si vous reprenez les interviews de l'époque et les articles, je ne souhaitais pas prendre sa suite parce que c'est quelque chose qui me semblait trop prématuré et j'étais pas venu pour ça. J'étais venu vraiment pour faire un bout de chemin avec Lucas à Amiens et voire même pour le futur ailleurs. Et bon, voilà, dans l'assistance du président Bernard Joannin et surtout des joueurs, j'ai pris, mais très vite dans la saison, je savais que je ferais ma saison, que j'allais essayer de sauver le club parce qu'on était avant-dernier, je crois, quand j'ai pris l'équipe. Et qu'après, il faudrait changer d'optique parce que je voulais pas passer pour celui qui prenait la place d'un coach et qui reste derrière. C'est vrai que c'est toujours difficile un petit peu de, comment dire, forcément, c'est quelqu'un qui t'a inspiré, c'est quelqu'un avec qui tu as aimé travailler. Quand tu le vois, comment dire, pas capable de redresser la pente avec les conditions difficiles, comme tu l'as dit, est-ce qu'à un moment, comment dire, toi-même, tu as douté de ta capacité à pouvoir relancer l'ASC comme ça après sa relégation? Non, j'ai pas douté parce que j'ai confiance dans mon travail et je connaissais le Mhm. groupe. Et le problème de cette intersaison-là, c'est que l'effectif était pléthorique. Il y avait 42 joueurs, il y avait un nombre de nationalités important, on avait 3 ou 4 vestiaires. Et il y avait un mercato, si vous vous rappelez bien, qui était en 2 temps, qui finissait le 10 octobre. Ouais, Donc, c'est vrai. dans un contexte comme celui-ci, c'était très dur de créer de la cohésion, un collectif. Il y avait non seulement la descente à digérer, il y avait des joueurs qui avaient envie de quitter le club. Il y avait des salaires qui n'étaient pas du tout appropriés à la Ligue 2. Au milieu de tout ça, il y avait quelques joueurs qu'il fallait fédérer sur un projet, donc c'était très difficile. Et moi, j'ai tout de suite pensé que notre salut passerait par la promotion de jeunes et s'appuyer sur un noyau de jeunes, alors avec quelques cadres autour qui avaient la mentalité pour rester en Ligue 2, comme Régis Gurtner, Alexis Blin, Arnaud Luzamba qu'on avait recruté, Tchèque Timité, enfin il y en avait quelques-uns. Mais pour le reste, on a lancé beaucoup de jeunes cette saison-là. Et des jeunes qui au départ n'étaient même pas identifiés groupe pro. Je prends l'exemple souvent de Valentin Gendret qu'on avait proposé, enfin, en tout cas que le club avait proposé à tous les clubs de national en prêt et que personne n'a voulu et qui aujourd'hui est titulaire à Lecce en Serie A et qui a été international espoir et sur lequel je me suis appuyé Mhm. parce que la mentalité était irréprochable. Et donc je savais que ça passerait par ce genre de défis, de projets sur des jeunes joueurs. Et on s'est finalement presque maintenu trop vite parce que ça a été insuffisamment, à mon sens, mis en avant, mais on s'est sauvé quasiment 7 ou 8 matchs de la fin. C'est vrai. Et ça a été un maintien sans trembler. Alors que je peux vous dire que quand j'ai pris l'équipe, monsieur le président Joannin avait vraiment la peur de faire la double descente par rapport à la dynamique générale dans le club. C'est ça, tu parviens à te maintenir en plus à une 10e place, donc à 7-8 journées de la fin, donc un maintien rassurant. Et il me semble que c'est d'un commun accord ensuite que tu pars d'Amiens. Il n'y avait pas la volonté d'aller outre cette saison? Ouais, vous savez, si j'avais voulu rester à Amiens, Euh, dans ce club-là, le président Joannin est quelqu'un qui Mhm. a envie de garder ses coachs, même si sur les dernières années on n'a pas l'impression, mais c'est quelqu'un qui ne met pas de pression à ses entraîneurs, qui laisse les entraîneurs travailler, qui a vraiment du respect pour la fonction. Mais j'avais une incompatibilité de fonctionnement avec le directeur sportif et j'ai préféré être honnête. Le président a choisi entre nous deux de plutôt continuer de travailler avec son directeur sportif. Ce que je peux comprendre, hein, c'est un choix de sa part. Quand on dirige un club, on doit faire des choix. Mais si j'avais voulu rester au club et que j'aurais passé sous silence ces dysfonctionnements-là, je pense que j'aurais pu rester 3, 4 ou 5 ans à Amiens parce que j'aurais pu faire du très bon travail. Et surtout, le président me faisait confiance et il a toujours loué mes compétences et mes qualités de coach dans le contexte Picard et Aminois. Ouais, c'est sûr que c'était, ouais, voilà, comme tu l'as bien rappelé, c'était un contexte pas facile. Après, on voit sur les saisons d'après que voilà, le défi, Mhm. ça fait partie aussi de ta carrière d'entraîneur. Au final, tu en as eu de multiples, dont cette saison, un sacré défi. Et on y reviendra un peu après. Je t'ai demandé ton regard sur voilà, la continuité du club du Havre. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur celle d'Amiens aussi, puisque derrière, après toi, c'est Philippe Inchberger qui arrive à la tête du groupe professionnel. Euh,
on en parlait un peu tout à l'heure avec Julien, à un moment où PH, Philippe Inverger, pardon, est un peu voilà, vu comme un entraîneur qui est le très bon choix pour Amiens, puisqu'il sort d'une très très bonne saison avec Grenoble, qui a fait les barrages pour l'accession en Ligue 1, alors que c'était vraiment très très inattendu à ce moment-là. Et il n'arrive pas vraiment à faire mieux que toi. Aujourd'hui, Omar Daf est à une 10e place également. Qu'est-ce que tu penses de la situation d'Amiens aujourd'hui? Non, je dirais même qu'il a fait moins bien. Bah, Philippe, c'est un ami, donc parce que le contexte, il y avait la première année d'atterrissage en Ligue 2, et si vous reprenez les compos d'équipe et les joueurs que j'ai lancés, j'ai pas eu les mêmes capacités pour préparer ma saison. Après, quand Philippe arrive, on se parle un petit peu au téléphone, bon, on se connaît vraiment très bien, on a une très bonne relation. Et pour moi, c'est pas un club pour Philippe, parce que c'est un club où Philippe, il aime la stabilité, les modèles un peu comme à Grenoble, où il a des joueurs d'expérience qui sont stables, avec un esprit. Et à Amiens, il faut être capable de s'adapter à des mouvements, à des arrivées, à des départs. On peut parfois avoir des joueurs de très très haut niveau à Amiens, mais souvent à la relance. Voilà, les effectifs sont faits d'une autre façon. Donc chaque club a ses particularités, et chaque entraîneur a des contextes dans lesquels il peut performer et être performant. Je pense que quand tu prends Philippe, il faut peut-être aussi réajuster un peu ton fonctionnement pour que ça fonctionne, et notamment la prise de décision sur le recrutement. Bon, voilà, après quand on arrive dans un club, c'est le lot de notre métier aujourd'hui. Il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de vite saisir le fonctionnement, le recrutement, comment les décisions sont prises pour être le plus performant possible, parce que ça, c'est l'arrière-boutique, mais ce qui se voit, c'est les résultats sur le terrain, c'est le jeu pratiqué, et les supporters et les partenaires, ce qu'ils veulent voir, c'est une équipe qui joue bien, qui soit performante. Et ils s'en fichent un peu de savoir comment tout ça fonctionne. Et toi, tu es surpris aujourd'hui de voir Amiens qui peine en fait au fur et à mesure de ses saisons en Ligue 2 depuis sa redescente à sortir de ce ventre mou. Au final, on est sur une certaine constance dans le placement, mais voilà, une constance qui est un peu décevante parce qu'on imagine que Amiens aimerait viser mieux. Est-ce que toi, ça te surprend de les voir un peu stagner autour de ces 9e, 10e, 11e places? Bah, d'un côté, oui, parce que sincèrement, dans ce club, il y a vraiment tout pour bien fonctionner. Les conditions de travail sont très bonnes. L'environnement du quotidien, avec le président, je le répète, mais le président laisse les entraîneurs travailler. Il a du respect pour le staff, pour les gens qui fonctionnent. Après, il y a une instabilité sur l'effectif qui peut être problématique, même si je trouve que la formation commence à porter vraiment ses fruits. Il y a des joueurs, les premiers fruits arrivent vraiment. Bon, ils ont fait Ouattara qui a été vendu à Monaco. Enfin, il y a des joueurs vraiment de qualité qui sortent de la MSC. Donc il y a sans doute un rééquilibrage dans le modèle à avoir pour être performant, mais le club va, je pense, à un moment ou à un autre, va repartir avec de l'ambition sur le haut de tableau. Après, il y a sans doute des choses à améliorer et à changer pour que ça soit efficace plus rapidement. Et ensuite, après cette expérience à Amiens, voilà, tu fais le travail, tu décroches un maintien rassurant, on l'a dit. Il y a cette première expérience à l'étranger, en Grèce. Comment tu décides de partir à Volos? Comment tu fais ce choix? En fait, j'avais besoin de voir autre chose, de sortir un peu de cette Ligue 2 avec des acteurs un peu différents, une mentalité différente pour continuer encore de m'enrichir. J'entendais toujours que le coach français ne s'exporte pas, que voilà, l'entraîneur français n'a pas étranger. J'ai eu cette opportunité-là par l'intermédiaire d'un agent bien implanté là-bas, avec un intermédiaire en France. Et je me suis déplacé, je suis allé voir, je suis allé regarder. Bon, je savais que ce club de Volo, ça avait été particulier, parce qu'il y avait des joueurs, enfin, il y avait un joueur français qui avait joué là-bas et que j'avais au téléphone, Adrien Régatin, ancien Toulousain, donc Ah qui oui, m'avait un oui. peu expliqué. Mais il y avait plein de choses intéressantes. Déjà, d'une part, le cadre de vie, les installations qui, pour la Grèce, étaient bonnes. Un effectif multiculturel, beaucoup de Sud-Américains, d'Espagnols. Voilà, donc je me suis lancé dans l'aventure en me disant que je pouvais que m'enrichir et apprendre dans un autre environnement, et j'ai tenté l'aventure. Malheureusement, j'ai pas évalué le, la dimension du président qui est quand même, qui empêche. Voilà, pour le coup, c'est tout l'inverse des présidents que j'ai pu avoir, Monsieur Volpe ou Monsieur Jouanin. C'est que là, c'est pour travailler, c'est impossible en fait. C'est lunaire.
Ouais, j'avais vu que tu en avais parlé dans un entretien, il me semble, qui était donné à Ouest France. C'était une personnalité, voilà, trop compliquée à gérer en tant qu'entraîneur, peut-être qui empiétait un peu trop sur ton job de manager à l'époque, c'est ça? Ouais, bah, déjà, c'est le maire de la ville, c'est quelqu'un de très très connu en Grèce pour des problèmes judiciaires. Voilà, pour le coup, là, je viens de voir qu'il est suspendu 6 mois pour propos racistes devant une caméra et qu'il a pris une grosse amende avec des points de pénalité. Bon, Ouais. c'est quelqu'un qui a fait de la prison, donc c'est même au-delà du sportif, mais c'est quelqu'un qui prend l'entraîneur et qui veut le. En gros, il t'explique que tu dois faire l'entraînement, quel joueur tu dois faire jouer, quel joueur tu dois pas faire jouer, et ça tout le Mm. temps, tous les jours, quasiment toutes les heures, quoi. Donc, Et, et tu donc l'avais pas senti c'est. avant de signer, tu l'avais pas cerné avant de signer au moment des Non, entretiens parce et tout qu'il ça, qu'il il devait m'avait être. quand même. Non, parce que en fait, dans mon arrivée, il m'avait quand même donné des garanties. Déjà, dans Mm. l'effort qu'il faisait économiquement pour me faire venir, en m'expliquant si c'était juste pour commander, on va dire, un entraîneur, il allait prendre un grec, il allait pas payer cher. Que s'il me prenait, c'était pour franchir un palier, etc., etc. Et pour le coup, je l'ai cru parce que je voyais pas l'intérêt pour lui de venir chercher un Français qui connaît pas la Grèce. Si c'est pour le commander, autant prendre un Grec. Bon, c'est ce qu'il a fait après, mais, mais je pense qu'il a souvent envie de bien faire au départ, mais c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Pour le coup, Mm. c'est pas quelqu'un en plus qui ne connaît pas le foot. On peut pas dire que ce soit quelqu'un qui dise n'importe quoi. Il a des choses intéressantes, mais il est dans l'excès. Il est dans l'excès pour tout. D'accord. Mm. Et toi, avec du recul aujourd'hui sur cette expérience, qu'est-ce que tu retires au final? Qu'est-ce qui peut te servir aujourd'hui en tant qu'entraîneur, mais même en tant qu'homme? Qu'est-ce que ça t'a apporté au final, cette courte expérience? Ah, franchement, que du bon parce que déjà j'ai travaillé avec des joueurs de partout. Alors la préparation en Grèce elle est très longue, donc elle fait quasiment 2 mois. Donc beaucoup de matchs amicaux. On a fait des matchs amicaux au Pana qui étaient 5 jours avant un tour préliminaire de Coupe d'Europe, donc le stade était plein. Ah oui. J'ai entraîné des joueurs des Uruguayens, des Argentins, des Polonais, des Serbes. Enfin vraiment, donc déjà pour la remise en question dans les séances, pour se faire comprendre en anglais, donc ça oblige à se remettre en question. Donc c'est vraiment un exercice qui est intéressant. Et puis ça montre aussi que le football il est universel et qu'il y a des bons joueurs partout et que les fonctionnements peuvent être différents sans pour autant être moins bons ou meilleurs. Voilà, et j'ai vraiment apprécié le professionnalisme des joueurs en Grèce, de mon effectif, que ce soit sur l'écoute, l'attention, le respect du coach, le respect des horaires. Pour le coup, là, c'était vraiment très 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 bien. J'ai pas eu un seul retard, mais quand je dis pas retard, c'est même pas un joueur qui arrive à 5 minutes avant l'entraînement, ils arrivent 45 minutes, 1 heure tout le temps avant, quoi. Donc on me l'avait dit, mais je l'ai vécu, pour le coup, c'est très différent de la France, sur cet aspect-là notamment. Ok. Et en prenant en compte ces aspects et le fait que, il me semble que vous aviez réalisé une bonne préparation. Cette longue préparation avait été quand même couronnée de résultats encourageants. Est-ce qu'il y a un peu de frustration de ne pas avoir pu faire au moins une saison avec ce groupe, voir ce que ça aurait pu donner? Non, parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, j'avais décidé de quitter le club sur la première trêve internationale je crois qu'elle était autour du 20 septembre. D'accord. Et c'était prévu. J'avais même, ouais, j'avais pris des dispositions familiales par rapport à la scolarité et tout ça pour rentrer. Et on avait fait match nul sur le premier match championnat avec une égalisation Ils avaient déjà à l'époque inventé les arrêts de jeu Coupe du Monde, mais avant l'heure. On avait dû prendre un but à la 102e minute, quelque chose comme ça. Un but très étrange d'ailleurs. Mais du coup, il m'avait demandé le lendemain de venir le voir Mm. à son hôtel. On avait discuté et puis il m'avait dit on va s'arrêter là. Mais quelque part, c'était juste Un anticipé soulagement. de 15 jours ou 3 semaines. Ouais. J'allais faire mes trois matchs. On allait à la EK Athènes la semaine d'après. D'ailleurs, l'équipe avait gagné. J'avais quitté le mardi. Mm. Ils avaient gagné la balle samedi. La EK Athènes qui a été championne de Grèce la semaine dernière. Donc j'allais continuer de découvrir et de faire mon travail avec passion. Mais j'avais vite compris que c'était pas pour moi. On pouvait pas construire. Il y avait des joueurs qui avaient signé, qui étaient partis. Il estimait que la période d'été, c'était un essai. Que les joueurs, s'ils ne convenaient pas, il les virait, il leur mettait la pression qu'ils partaient. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et voilà, donc ce départ à la première trêve internationale, c'est forcément compliqué de rebondir pour un entraîneur. C'est pas le moment idoine, on va dire, pour retrouver un projet. Comment est-ce que toi, à ce moment-là, tu restes en lien avec le football professionnel? Et puis comment est-ce que tu restes en contact et à l'écoute d'éventuelles opportunités à ce moment-là? Bah, j'ai
beaucoup été observer les matchs, que ce soit national, Ligue 2, Ligue 1. J'avais un programme, je me faisais un programme chaque semaine. Voilà, j'étais très présent sur les terrains par passion déjà, pour me nourrir, pour regarder, pour rester au contact, pour voir les joueurs. Après, évidemment, on a chacun notre réseau qu'on entretient, des gens qui m'appelaient. J'ai refusé des choses, beaucoup de choses en national cette saison-là. Je voulais pas aller en national. Je savais que ça serait dur de retravailler dans l'année, mais je me préparais à trouver quelque chose sur l'été. Et voilà, c'est comme un sportif qui se prépare et qui se donne une échéance et qui, alors évidemment, si j'avais eu une opportunité avant très intéressante, j'en ai eu d'ailleurs. Je l'aurais peut-être saisi, mais parfois j'étais le deuxième choix, parfois j'étais en finale, parfois on était trois sur de la Ligue 2. Et puis sur l'étranger, j'ai aussi eu des choses, mais là pour le coup, je me suis dit pas deux expériences comme ça étrangers de suite, donc je privilégie la France. Très bien, très bien. Et tu le dis, tu ne voulais pas de national à l'époque. Et au moment où tu reçois la proposition de Sochaux, on va pouvoir basculer sur l'actu un peu plus chaude. C'est une proposition pour de la Ligue 2. Dans un premier temps, comment tu reçois, toi, la nouvelle? Parce que ça reste quand même une belle opportunité après un an sans avoir entraîné de rejoindre le projet ambitieux et peut-être un peu changeant aussi à ce moment-là de Sochaux. Bah pour tout vous dire, j'avais déjà été reçu l'année d'avant. Lorsque Ok. j'avais Ah, signé le d'accord. protocole d'accord avec Volos, j'avais été reçu à Paris. J'avais la possibilité de me désengager de Volos parce que j'avais une clause de rétractation. Et donc j'étais allé faire l'entretien, qui s'était à mes yeux bien passé. Alors je pense qu'il s'était bien passé parce qu'on m'a rappelé l'année d'après. Mais le choix au final avait été fait sur un autre technicien. Donc j'avais continué de suivre la saison et j'avais eu aussi dans la saison des retours par Julien Cordonnier qui était arrivé en cours de saison en tant que responsable de recrutement, puis directeur sportif. Donc je suivais l'actu Socialen sans pour autant me dire qu'il y aurait une opportunité qui allait se représenter pour moi. Quand on m'a demandé de retourner faire un entretien, je l'ai fait parce qu'il y avait Julien, c'était les mêmes acteurs plus Julien Cordonnier. Et donc voilà, j'ai bien préparé mon entretien parce que j'avais eu le temps de suivre leur saison et de bien suivre la Ligue 2. Et il y avait beaucoup de candidats, il y avait beaucoup de prétendants et le choix avait été porté sur mon profil pour des raisons, on va dire, en adéquation avec le projet présenté qui était de rebasculer sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, mesuré en termes de Mm. masse salariale avec l'intégration de jeunes joueurs en formation, post-formation, des joueurs de Ligue 2 identifiés Ligue 2 pour encadrer et quelques joueurs de l'effectif de la saison passée, ils avaient un effectif avec beaucoup de qualité, en garder quelques-uns, pour sur 2 ans remonter en Ligue 1. Je voulais monter en Ligue 1 sur 2 à 3 ans. Mm. Alors reste ambitieux, mais de façon un peu plus mesurée sur les moyens à attribuer. Voilà comment ça s'est passé. Mm. Et j'ai l'impression qu'ils avaient quand même bien cerné effectivement le profil pour faire voilà pour ce genre de projet avec avec un petit peu moins de moyens, moins one shot quoi, moins all-in sur une saison. Ça. C'était à toi qu'il fallait faire appel quoi. Bah, pour le coup, c'est ce qu'ils avaient sans doute pensé parce que ils m'avaient dit qu'ils avaient regardé dans mon parcours le nombre de jeunes joueurs que j'avais lancés et voilà, c'est quelque chose Mm. qui me plaît et même les joueurs pas forcément jeunes formés au club mais issus de la post-formation parce que j'ai la particularité, alors on est quelques-uns, c'est pas unique, il y a Christophe Pellissier qui lui pour le coup a aussi connu la Ligue 1 en France et pas moi, mais de avoir connu la DH, la N3, la N2, le National et la Ligue 2. Donc du coup, j'ai pas peur d'intégrer un joueur qui vient de national ou un jeune joueur. Parce que je pense que ça fait partie aussi de la compétence d'un entraîneur de pouvoir le faire. Et j'ai aussi eu à gérer des joueurs avec des grandes carrières ou des forts caractères. Donc je pense que j'étais capable dans le projet socialien de m'adapter à tous ces publics-là. Et pour le coup, j'étais très content de rebasculer sur ce genre de projet parce que c'est quelque chose qui me correspond bien et qui me donne envie. Et forcément, la question qu'on se pose, c'est, euh, puisque toi finalement tu signes à la mi-juin, 19-20 juin, donc pour ce projet Ligue 2, et puis viennent les premières incertitudes sur la possibilité de maintien en Ligue 2 de Sochaux pour des raisons financières. Comment toi tu vis ces premières nouvelles et ces premières incertitudes alors que tu arrives justement pour ce projet Ligue 2, projet ambitieux, tu l'as dit, avec potentiellement Ligue 1 des dans envies 2 ans. de remonter Ouais. en Ligue 1, justement. Bah, en fait, je le vis plutôt bien au tout début, parce qu'il m'avait évoqué le fait de devoir aller en appel à la DNCG parce qu'il devait réinjecter de l'argent
ce qu'ils avaient déjà fait l'année d'avant. Ils avaient mis beaucoup d'argent pour basculer. Ils m'avaient expliqué qu'il fallait que l'argent sorte de Chine et que ils avaient même un projet de centre d'entraînement très ambitieux et ils avaient pas mis tout cet argent-là pour chuter alors qu'il y avait, je me rappelle plus, mais je crois de mémoire 17 millions ou 12 ou 15 à mettre. C'est ça. Ils m'expliquaient que c'était quasiment rien pour eux et que avec tout ce qu'ils avaient mis, c'était rien de mettre cette somme-là et que c'était comme tous les ans en fait. Il n'y avait rien de changé. Donc moi, quand on me dit ça et que je connais un peu la structure financière du club, la masse salariale qu'il y avait, effectivement, je me dis pas que ça va poser problème. Je me dis qu'au contraire, ça va être plus simple et qu'ils avaient été transparents avec moi en me disant la masse salariale elle est à ce niveau-là, faut la réduire à ce niveau-là, il faut fonctionner comme ça. Donc on avait déjà plein de réunions de travail sur l'effectif et sur les rémunérations des joueurs de l'effectif. Donc je m'attendais à ce que ça passe tranquillement. Et ensuite, viennent, j'imagine, des doutes qui se renforcent un peu. Toi, à quel moment tu sens que ça peut peut-être basculer et que l'aventure à Sochaux peut être un peu différente de ce que tu avais prévu? Quand j'arrive à Sochaux sur place, qu'on prépare la reprise avec le staff et qu'on commence les premiers entraînements, je vois que localement, il n'y a pas grand monde à avoir confiance dans les promesses faites. Les gens, l'environnement, on va dire, du club, les supporters, notamment, quelques Mhm. salariés. Et puis je commence vraiment à avoir des gros doutes un petit peu avant le 14 juillet, là, avant le rassemblement populaire de tous les supporters. Ouais, on va dire à la fin, autour du 10 juillet, là, je me dis, ouais, c'est peut-être pas si simple que prévu quand même l'histoire, parce que les retours, ils sont tellement contradictoires, on nous dit tellement tout et l'inverse, que ça semble un petit peu incohérent. Et les gens concernés, on les voit pas en fait. Ils viennent pas nous rassurer physiquement. Ouais. Et on apprend souvent les choses par des journalistes ou par des rumeurs, donc c'est pas trop ça et ça amplifie un peu le côté paranoïaque autour de ce qui se passe au club. Et on imagine forcément que c'est pas facile du tout de travailler dans ces conditions. Toi, tu sortais justement de cette expérience en Grèce qui était difficile pour d'autres raisons. Là, tu te retrouves dans une situation qui est pas facile du tout. Vous avez Euh, même dû arrêter l'entraînement, non je crois, un moment, Ouais. la prépa, vous Ah, avez on est dû rentré chez nous. arrêter. Ouais, c'est Ah, on ça, est ouais, rentré il me chez nous. semblait. Hein. Ah ouais, il y a Ouais, eu cessation des activités sportives, on a eu un papier, on nous a dit c'est ça. de ne plus revenir, il n'y avait plus de club en fait. On a fait une séance, c'est la fin du club. On pensait même que le club allait disparaître. donc voilà, dans ces conditions, dans quel état d'esprit toi tu étais? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis que ça ne va pas le faire tout simplement? Est-ce que tu as ce doute-là, même une microseconde pendant l'été? Franchement, je suis tellement plein d'énergie d'entraîner, d'être au contact des joueurs, que je fonce et que je me pose même pas la question. Je me dis de toute façon, je maîtrise pas les décisions. À mon niveau, ce que je peux maîtriser, c'est la qualité des séances, c'est l'investissement autour des joueurs, avec les joueurs, créer un climat de travail serein. Et donc je fais comme si on allait démarrer début de championnat contre Guingamp, première journée, c'était ce qui était prévu. Et je me prépare. Alors, je vous cache pas que c'est un peu difficile parfois parce que tous les jours on a des départs. Il y a des joueurs qui partent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tous les jours on rappelle des jeunes joueurs qui sont en vacances pour compléter l'effectif. On a eu trois vagues successives d'arrivées de jeunes joueurs issus de la formation, dont certains qui avaient même pas joué en. Il y en a certains qui n'avaient même pas joué en N3 et quelques-uns qui avaient fait peut-être 2-3 matchs en U19. Donc, C'est fou, ouais. Ouais. donc on les intègre pour essayer d'avoir un groupe d'entraînement cohérent en nombre. On a tous nos matchs amicaux d'annulés. On peut pas prendre de bus pour se déplacer. On en fait un seul contre Lens. Tous les autres, ils sont annulés. Les équipes ont Mhm. peur de qu'on puisse pas présenter d'équipe. On n'a pas d'argent pour payer un bus. On n'a pas de quoi prévoir des repas à l'extérieur ou des hôtels. Enfin, donc voilà, mais on s'adapte. Et franchement, moi, j'ai vécu ça de façon un peu étonnante. J'ai vécu ça avec du recul, en fait. Moi, j'étais vraiment concentré sur mes entraînements en me disant ça va basculer du bon côté. Faut qu'on soit prêt. Et moi, faut que je prépare l'équipe. Et finalement, voilà, la relégation de Sochaux en national qui est actée. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans ce contexte, à quel point le soutien populaire aussi, avec voilà, la mobilisation notamment des sociaux chauds qui a été forte, avec tout cet engouement autour du FC Sochaux pour voilà, sauver le club, toute la ville en fait qui a commencé à s'actionner pour sauver le FC Sochaux. À quel point ça a été important, toi aussi, dans ton jugement et dans ton arrivée au club dans ce contexte qui est tout nouveau? Ah, franchement, c'était incroyable. Je venais d'arriver, je suis resté tout l'été, j'étais à l'hôtel, les supporters de tout type, hein, de tous les âges, les familles, les gens venaient me remercier tous les jours. Il y avait des gens qui venaient,
qui me remercient d'être là pour les joueurs, d'être là pour le club, d'être positif. Et ils m'ont tellement ému, ils m'ont tellement donné de la force que quand tout ça s'est arrêté, parce qu'en fait on a su officiellement qu'on n'était pas intégré au championnat de Ligue 2, 2 jours avant le match, J-12, J-3, je me rappelle plus. Ouais. C'est surtout à eux que je pensais, parce que je me disais, nous, sportifs, entraîneurs, bah, on a toujours la possibilité de rebondir dans un club, on peut toujours aller entraîner ailleurs ou jouer ailleurs. Eux, leur club, c'était fini en fait. Et les gens me disaient quand même merci en fait, malgré tout ça. Et ils m'ont envoyé des messages, venez me voir à l'entraînement. Et il y a encore des gens, il y a un monsieur l'autre fois qui il a fait 2 heures aller, 2 heures retour juste pour me voir et me dire merci pour ce que j'ai fait cet été. Un monsieur d'un Wow. certain âge. Et ça arrive vraiment très souvent. Donc, moi j'ai eu beaucoup d'émotions à faire tout ce mois-là. Et quand il y a eu ce redémarrage et cette idée d'être en national qui était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait au départ, bah, avec cette ferveur populaire et ce soutien, bah, ça a changé ma vision des choses. On a beaucoup parlé sur des épisodes précédents de l'importance de se connecter avec un club en arrivant, de se connecter émotionnellement avec son environnement, son écosystème, ses joueurs aussi. Ce genre de petite anecdote que tu nous partages, toi, tu as l'impression que c'est quelque chose qui a vraiment renforcé ton lien avec le FC Sochaux dès ton arrivée et qui change un peu peut-être toute la trajectoire de ton histoire là-bas. Ah ouais, clairement, c'est vraiment des moments très forts que j'ai vécu. Ce fameux dernier entraînement, j'ai plus la date, je crois que c'est le 4 août ou en tout cas début août, Mm. où on fait un dernier entraînement sur Bonal, mais c'est un entraînement d'adieu en fait. C'est comme une cérémonie funéraire où il y a des gens qui viennent me pleurer sur l'épaule en fait. Beaucoup. Et ils se reconnaîtront. Il y a des gens que je revois des fois maintenant qui m'en reparlent. Mais du coup, moi j'ai pris de plein fouet tout ça, l'histoire. Ce club, en fait, il est intergénérationnel réellement et il y a des gens, grand-père, le fils ou la fille, qui viennent avec les petits-enfants. Et ça, c'est un peu le modèle du supporter socialien avec un club chargé d'histoire et des gens qui ont traversé les époques et les histoires et qui sont vraiment très très attachés à leur club. Vraiment. C'est quelque chose voilà, que tu ressens vraiment malgré la relégation du club, cette dimension historique de Sochaux en tant qu'entraîneur qui est là depuis une saison maintenant. Chaque jour, en fait, je la ressens parce que donc déjà parce que j'ai des dirigeants autour de moi qui incarnent les belles heures du club, mais il y en a eu beaucoup de belles heures, mais une partie des belles heures. Qu'à la formation, tu as des gens, des techniciens comme Sylvain Monsoro, Pierre Alafro, Mika Isabelle, donc forcément, ça nous rappelle quand même des belles années. Que les supporters, que les gens. Alors, ce que j'aime dans ce club, c'est que c'est pas uniquement tourné vers le passé. Et qu'ils ne sont pas uniquement en train de parler de leurs belles années, de leur époque. Ils sont quand même tournés vers l'avenir. Et ça, c'est bien parce que ils sont pas toujours en train de regarder dans le rétroviseur. Il y a le passé pour nourrir le présent et pour construire le futur. Et on sait que c'est Sochaux, pourtant c'est un club qui pourrait aussi voilà, décider de beaucoup reparler de ces très belles années parce qu'il y en a eu. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette dimension aussi d'être tourné vers le futur. Est-ce que tu penses au final que c'est un épisode, alors c'est encore tôt pour le dire, c'est encore tout frais, ça fait même pas un an, mais qui peut servir finalement à Sochaux dans sa manière de se reconstruire et d'aller chercher plus haut dans les prochaines années? J'espère que certaines erreurs ne seront pas reproduites, que les gens qui seront en charge de le diriger, de le piloter, prendront soin de ce club parce qu'il mérite. Il a quand même été très maltraité depuis quelques années. Ça fait quand même un certain nombre d'années que le club est quand même maltraité en termes de gouvernance et de choix, alors qu'il a une richesse incroyable et qu'il fait partie du patrimoine du foot français. Et que surtout, les gens n'attendent que ça. On a encore fait 15 000 personnes vendredi dernier dans un match qui n'avait absolument aucun enjeu sportif autre que le plaisir de venir au Stade Bonal. Et ça ne demande que ça en fait. On a été suivi toute la saison, donc il faut ne pas renouveler les mêmes erreurs, il faut construire un nouveau modèle, il faut Mm. penser la suite. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne sait jamais en fait. Donc parfois on a des décisions ou des choses qui sont étonnantes et on se dit que les gens n'ont pas appris du passé, mais en tout cas, je crois qu'en ce moment il y a la volonté d'avancer, de ne pas faire les mêmes erreurs.
Et aujourd'hui, moi, en tant qu'observateur neutre extérieur, l'impression que j'ai, c'est on retrouve un Sochaux qui a un environnement sain, des supporters qui ont l'air, heureux de ce que leur club représente, et de la manière dont il s'est reconstruit. Toi, c'est quelque chose que tu as senti aussi au fur et à mesure de la saison. Après, on va parler un peu plus précisément du sportif, forcément, mais au niveau de ton ressenti, tu as senti que quelque chose se reconstruisait avec des bases un peu plus solides au fur et à mesure de l'année? Ah oui, bah en fait, c'est vraiment le fil directeur de la saison, c'est que les gens beaucoup m'ont dit on est en national, mais on est plus heureux qu'en Ligue 2. Et beaucoup m'ont dit on n'a jamais été aussi heureux parce que le club est redevenu la propriété, on va dire, de tout le monde, enfin, l'écosystème local, d'entrepreneurs, d'actionnaires locaux, des supporters. Donc ça déjà c'est une grande fierté pour eux. Et ils se sont réappropriés leur club, ils sont redevenus acteurs et surtout l'atmosphère autour de l'équipe, elle ressent. Vous savez, le premier match, on a joué Gaulle, on est rentré dans ce stade tout en jaune avec. En fait, c'est une dernière merci, on a pris 3-0, on a été ovationné, on a fait un tour d'honneur. Donc c'est des moments uniques en fait. Et justement, tu parlais de ce résultat face à Gaulle pour nous replonger un peu plus dans la saison sportive de Sochaux, parce que voilà, il y avait des objectifs. Et justement, le mercato est forcément tardif. Vous commencez la saison en décalage par rapport au championnat national. L'objectif à ce moment-là, c'est clair pour tout le monde, c'est le maintien, c'est clair et net, avec 6 descentes en plus. Donc c'est vraiment piège quoi, comme première saison pour toi aussi et pour Sochaux globalement. Il y a énormément d'obstacles. Le premier d'entre eux, c'est le pas de préparation. Le deuxième, c'est un mercato tardif avec des joueurs qui arrivent de partout et la grande majorité d'entre eux sans club, donc en méforme. Il y a la découverte d'un championnat que le Sochaux ne connaît pas, ni de près ni de loin. Même s'ils suivent le foot et qu'ils regardent de loin, mais en tout cas, les gens ne connaissent pas le national et ils peuvent penser que c'est un championnat facile. Il y a 6 descentes. Et puis en plus, on est Sochaux, donc quand toutes les équipes viennent à Bonal, Voilà. c'est un défi parce qu'ils jouent à 110 ou 120% parce qu'il y a le public, parce qu'il y a la pelouse, parce qu'il y a le nom. Donc on est l'équipe à battre. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui font qu'au départ, il n'y a pas beaucoup de certitude que cette 12e place qui est l'objectif va être atteinte. Donc il y a beaucoup de travail à abattre. Et justement, tu l'as dit, les gens ne connaissent pas ce championnat de national. Julien le connaît bien, il suit beaucoup Dijon. Toi, tu voulais pas forcément d'un projet national à la base en recherchant un nouveau club. C'est quoi ton regard un peu sur ce championnat aujourd'hui avec une saison qui n'est pas encore finie, mais presque, dans les pattes? C'est un peu comme lorsque je l'ai connu, c'est un championnat où il y a une vraie émulation, déjà très peu de ventre mou. Alors cette année c'est un peu différent, il y a un petit ventre mou, mais les équipes peuvent toutes se battre entre elles. Il y a de grosses disparités en termes de structure, d'entraînement, de match. Le quotidien des clubs est très différent d'un club à l'autre. Il y a des clubs qui ont des structures de Ligue 2, d'autres qui ont plutôt des structures de N2. Mais malgré tout, quand tu vas dans ces clubs-là, c'est toujours très difficile à être imposé. Et c'est un championnat d'une grande richesse sur les profils de joueurs, où il y a beaucoup de très bons joueurs qui ont les capacités pour jouer au-dessus. Ça reste quelque chose que j'ai connu, qui existe encore, et où les clubs viennent se servir. Après, je pense que le championnat mériterait d'être repensé dans sa gestion générale. Alors, professionnel ou pas professionnel, je sais pas, mais je pense qu'il faut réévaluer et rehausser le niveau d'exigence sur les terrains, sur les stades, sur l'environnement autour, parce que si on veut qu'il soit regardable, vendable et commercialisable, il faut qu'on le rende un peu plus beau, je pense. Pour toi, c'est, comment dire, dans la question de qui de l'œuf ou de la poule, c'est le championnat qui doit d'abord, par ses structures, par les clubs qui vont faire des efforts, devenir attractifs pour qu'ensuite un diffuseur sérieux prenne des grandes parts dans ce championnat et qu'il y ait des droits TV qui arrivent pour les clubs parce que, on le rappelle, voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, c'est négligeable ce que les clubs touchent par rapport à la Ligue 2 et encore moins par rapport à la Ligue 1. Je pense que la fédération qui organise ce championnat, c'est son championnat d'élite quelque part avec la D1 féminine. Ils devraient se pencher sur la question. Alors je pense qu'ils l'ont fait, mais qu'il n'y a pas une volonté d'investir. Je pense qu'il faudrait aider plus les clubs. Une fois que tu les as plus aidés, d'être peut-être un peu plus exigeant sur les contextes. Voilà, cette année, il y a une équipe qui a changé de stade en cours de saison pour aller sur un synthétique. Alors c'est pas contre eux parce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent et ils s'adaptent.
Mais les premiers déçus, je pense que c'est les joueurs et c'est le staff technique Bien de sûr. Cholet, pour parler de Cholet. Mais je pense que si on veut que les diffuseurs viennent, ça fait pas ça, ils peuvent pas venir. Il y a des éclairages qui sont À à New York. certains endroits, pas, ouais, mais C'est où, à Marianne que vous avez eu un problème aussi ouais, bon là pour le coup, ça peut arriver partout, mais Ouais. à Niort, ils jouent la montée, ils sont obligés de jouer l'après-midi, hein, des vendredis à 15h. Ça fait pas crédible, quoi, ça fait pas sérieux. On a fait des matchs, nous, sans ramasseur de balles. Il y a des endroits où il n'y a pas de Mm. ramasseur de balles. Parce Ah que ouais. c'est même pas obligatoire. On me dit on va faire un rapport. Mais... Donc tout ça fait qu'à un moment donné, si on veut que les diffuseurs et les partenaires s'y intéressent, faut qu'on soit plus exigeant sur tout ça. Et il faut aussi que les règles de fonctionnement se rapprochent des professionnels sur sur les sanctions disciplinaires, sur le nombre de joueurs sur la feuille de match. Euh, il y a plein de choses comme ça sur est-ce qu'on est tenu de faire des conférences de presse à J-2 ou pas. Il y a des clubs qui en font, il y a des clubs qui en font pas. C'est pas obligatoire. Il y en a qui le font, il y en a qui font pas. Enfin, il y a plein de petites choses sur lesquelles qui Ouais. coûtent pas d'argent, Mm. mais qui font que ça serait un peu plus lisible. Nous, on garde un fonctionnement de Ligue 2, on communique notre groupe, on fait des conférences de presse, il y a des endroits où on fait pas. Donc, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il faut faire? Enfin, je pense qu'il y a il y a des vraies questions de fonctionnement à avoir pour Mm. que ça puisse s'améliorer. Et alors je sais pas si tu te rappelles, j'étais venu pour un match, c'était Versailles-Sochaux en début de saison où vous faites un partout Oui, alors que vous méritez d'en mettre 4, très clairement. ouais, c'est vrai. Et alors à la fin du match, tu me disais que tes jeunes joueurs, ils ont dû apprendre à vitesse grand V, ils doivent apprendre encore à vitesse grand V. Toi maintenant, il y a quoi? Il y a 6 mois qui sont passés, je dirais, 6-7 mois qui sont passés depuis. Mm. Tu dirais qu'effectivement, comment dire, les contraintes de championnat les ont bien aidés, et aussi du club, bien sûr, du FC Sochaux, les ont aidés à justement à franchir ce palier peut-être beaucoup plus vite que ce qu'un jeune qui serait en Ligue 2, qui aurait quelques apparitions par-ci par-là, aurait pu comment dire, il aurait pu bénéficier d'une progression bien plus mesurée, bien plus restreinte, on va dire, par rapport à ce concours de circonstances qui a poussé Sochaux à lancer tant de jeunes joueurs, tant de personnes qui n'étaient pas peut-être prévues et programmées pour ce niveau-là si Mm. tôt dans leur carrière. Bah, effectivement, après, moi j'ai toujours pensé que le championnat national c'était vraiment un championnat ultra formateur et qu'un jeune joueur qui s'imposait en national était bien souvent prêt Mm. l'année d'après à jouer au-dessus, en Ligue 2, voire en Ligue 1, comme on a pu voir avec El Anaoui à Lens, mais il y a d'autres exemples. Donc déjà, ça c'était quelque chose que j'avais en tête, mais quand en plus tu le fais dans des circonstances comme les nôtres, dans un club comme Sochaux, où tu es très vite mis face à ta responsabilité, avec une pression quand même très forte, un environnement sur les matchs à domicile où tu dois bien faire, bah, là c'est un accélérateur de croissance incroyable. Mes jeunes joueurs, ils ont vraiment pris de l'expérience et de la bouteille tous. Alors pour certains, ça se voit tout de suite, pour d'autres, ça se verra le début de la saison prochaine. Mais pour moi, ils ont tous grandi et progressé dans la difficulté et surtout avec des responsabilités très fortes. Mm. Et quand on t'entend expliquer tout ça, on imagine, ou en tout cas moi j'imagine, qu'il y a aussi beaucoup de hâte. Tu dois être pressé de passer à la deuxième année de ce projet parce que j'imagine qu'au niveau du développement d'un projet de jeu, avec voilà, ces enjeux-là, cette pression-là, c'était pas forcément facile, avec des joueurs très jeunes aussi qui vont connaître, qui vont connaître un peu mieux le championnat la saison prochaine. On imagine que toi, tu es pressé en plus d'avoir une préparation. Il y a beaucoup de raisons d'avoir envie de commencer cette deuxième saison, j'imagine. Bah, c'est vrai que nous, on a expliqué le départ, comment on a démarré après tout le monde, et on a été très loin en Coupe de France. Donc du coup, on ne s'est jamais posé, jamais, parce qu'on a été jusqu'en huitième de finale et on a déjà eu beaucoup de matchs à jouer en moins de temps que les autres. Et quand tu démarres avec 3 défaites sur les 5 premiers matchs du fait de ta non-préparation et que tu as Ouais. un truc six matchs en victoire au cœur de l'hiver dans la continuité de ta Coupe de France où tu te fais reprendre 3 fois dans les arrêts de jeu et que tu transformes des victoires en match nul, tu te dis que tes joueurs ils ont forcément appris et ils ont été Mm. mis au devant de leur responsabilité. Ça donne envie de voir la suite. Après, il faut bien faire le bilan de tout ça. Il faut bien poser les choses pour avoir une vision claire de ce qu'on peut faire l'année prochaine, avec qui, comment. Et là, on est dans ce temps-là, nous, parce que on a la chance d'avoir été maintenu assez tôt. Et pour le coup, ça nous donne du temps pour réfléchir, pour travailler, pour se projeter.
Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intersaison pour bien réussir sa saison. Ce qu'on n'a pas eu l'année dernière. Donc voilà, place à l'intersaison avant de l'intersaison, on va dire, dans la coulisse, avant de faire l'intersaison sportive avec la reprise. Ouais, c'est ça. Et alors, je précise quand même aux éditeurs du podcast que, en théorie, d'après les déclarations de vos dirigeants, tout ira bien, en tout cas pour cette année, pour la saison prochaine, pour Sochaux. Il n'y a pas de risque imminent de vivre la même chose que cet été, quoi. C'est la communication que j'ai reçue aussi. Hein, Mhm. donc, pour le coup, là, les gens, je les vois au quotidien. Donc, ceux qui me disent ça, c'est pas trop comme l'année dernière où je voyais pas les gens. Plus fiable. Voilà, donc je les crois, évidemment. Il n'y a rien qui me laisse penser que ça soit pas le cas. Et je crois même que les choses se projettent aussi sur 2 ans, sur les 2 prochaines années. Donc, je pense que ça, c'est important. Parce que C'est pour ça. moi, il n'est pas envisageable de démarrer une saison en se disant c'est la montée ou la mort. Parce que ça, ce serait dramatique. Ce club a été détruit, il a redémarré de zéro. On n'était même pas à l'année 1, on n'était même pas à l'année 1 cette année, on était à l'année -1 ou -2. On a posé des bases, on va pouvoir démarrer l'année 1 l'année prochaine d'un projet en Mhm. national, donc il faut le projeter sur 2 ans. Et c'est la meilleure façon de le faire, comme a pu le faire Concarneau, comme a pu le faire QRM à une époque, comme a pu le faire Red Star cette année, ou Marty qui est monté sur la deuxième année, donc, enfin qui est monté, qui n'est pas encore monté, mais qui est en voie de monter. Donc, je pense que c'est les exemples qu'il faut prendre sur la patience et sur le travail dans la durée. Et tu t'en as un peu parlé, ça tombe bien parce que c'était dans les questions que j'avais aussi pour toi. Il y a eu cette épopée en Coupe de France qui a été un peu comme un rayon de soleil aussi dans la saison de Sochaux, avec énormément de monde à Bonal, de Ligue 1 finalement éliminé avec des scénarios un peu fous. Comment tu vois cette épopée en Coupe de France dans la saison de Sochaux? À quel point ça a été important? Et puis est-ce qu'il y a eu quelques impacts peut-être aussi voilà, négatifs? Tu le disais, le fait de ne jamais pouvoir se poser, de devoir jouer un peu sur les deux tableaux dans ce contexte si particulier. Qu'est-ce que tu en retires, toi? Bah, c'était magique, hein. Franchement, Bonal, on a vécu des soirées incroyables. On a voulu jouer la Coupe de France à fond parce qu'on n'avait pas eu de préparation, qu'on avait tellement envie de jouer tous les week-ends et que je voulais aussi que mes joueurs, qui l'a joué la grande partie d'entre eux pour la première fois, s'en imprègnent. Et on a joué les tours en espérant avoir le bonheur de recevoir même pas forcément une Ligue 1, mais une équipe professionnelle à Bonal, une Ligue 2. Et voilà, donc on a vraiment mordu dans cette compétition-là à pleines dents jusqu'au match contre Rennes, où on a d'abord éliminé Lorient, puis Reims dans des ambiances folles. Même des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais connu Bonal dans cette ambiance-là. Et bah, il y a ce match contre Rennes qui vient juste après l'égalisation du Red Star, où on mène 2-0, on se fait égaliser à la 96e minute, on fait 2-2, et dans la foulée, on reçoit Rennes, et voilà, on prend 6-1, on joue une équipe qui marche sur l'eau, qui nous domine de la tête et des épaules, qui joue vraiment très très bien. Et finalement, je pense que cet enchaînement Red Star Rennes casse un peu la dynamique, et surtout au niveau physique et mental, on a eu du mal à se relancer dans les semaines qu'on suivit. Et là, on a eu les effets négatifs d'un parcours en coupe où on a un peu calé, et ça s'est un peu crispé autour, et on a commencé à avoir peur pour le maintien à ce moment-là. D'accord. Donc beaucoup de positifs, beaucoup de magie, un peu de négatif qui Ouais. maintenant est nuancé peut-être aussi par le fait que voilà, le maintien est bien acquis, donc forcément on Ouais. retient, Non, on je retient pense qu'il cette y a épopée. vraiment, ouais, il faut vraiment garder enfin, pour moi, c'est vraiment que du positif, parce que rien nous dit qu'on n'aurait pas eu un trou. Déjà, on peut pas tout mettre sur le Coupe de France. Après, on s'est crispé parce qu'il y a eu des communications en interne qui n'ont pas été très heureuses, où on a commencé à parler de montée, et ça concerne tout le monde. Et c'était pas ce qu'il fallait faire avec les jeunes joueurs, il fallait les laisser jouer. À l'époque, on était vraiment, on marchait sur l'eau, on mettait beaucoup de buts, on était performants. Et quand on a commencé à pas gagner 2 matchs, 3 matchs, et qu'on commence à parler de montée, bah, tout le monde se crispe. Et toute la légèreté qu'on avait depuis le début de la saison, à un moment donné, s'est transformée en lourdeur, et ça a été un peu plus dur, mais on n'a jamais perdu 2 matchs de suite dans la période. Ouais. On a toujours réussi à accrocher des points. C'était un peu laborieux parfois à cette période-là, mais moi en tout cas, j'ai jamais douté, parce qu'il y avait des données statistiques objectives qui montraient qu'on pouvait pas jouer la descente. On avait une grosse différence de but. On avait la troisième ou la deuxième attaque. On était l'équipe la deuxième à faire le plus de pressing, qui tuait le plus de ballons dans la surface adverse. Enfin, avec ces stats-là, tu peux pas descendre, quoi.
Et désormais, c'est officiel. On imagine qu'aujourd'hui, l'heure est aussi au soulagement dans l'écosystème du club pour toi, cette sérénité, on va dire, et cette envie de pouvoir travailler tranquillement sur la saison prochaine. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était important. Oui, c'est vrai que c'était important pour nous d'avoir au moins une petite fenêtre de sérénité, parce qu'on n'en a pas eu depuis, j'ai envie de dire, depuis le 1er juillet l'année dernière, de cette reprise de saison 23-24. Et là, moi j'estime que depuis notre victoire contre Nancy, le maintien est acquis. Pas mathématiquement, voilà, il nous manquait un point ou deux. Et donc ça nous permet de vivre ces dernières semaines avec de la sérénité, ce qui est important pour bien réfléchir, pour bien se poser, pour bien analyser. On le fait toujours mieux quand c'est dans le calme et quand c'est serein comme ça l'est actuellement. Et en même temps, on a deux dernières échéances unanimes ce vendredi et la dernière qui nous tient à cœur. On va recevoir le Versailles. On aura envie de dire merci au public et on jouera encore devant un stade évidemment bien rempli. Donc voilà, ce sera le dernier match de cette saison et on a envie de le réussir. Et oui, on imagine forcément que, voilà, que ça fait du bien de pouvoir voilà, souffler un peu, parce que comme tu Oui, l'as c'est dit, sûr. Sochaux n'a pas pu souffler depuis un certain temps, mais c'est bien que le maintien soit acquis tôt, de manière à avoir justement cette sérénité de pouvoir travailler comme il faut aussi en vue de la saison prochaine. Moi, une des questions que j'avais envie de te poser, parce qu'on a parlé de tes nombreux défis dans ta carrière, cette saison à Amiens qui est pas facile du tout, ce passage en Grèce aussi qui est un peu particulier. Est-ce que tu penses une saison après ton arrivée à Sochaux, que tu es sur peut-être le plus gros défi de ta carrière d'entraîneur jusqu'ici? Ah, j'en ai des gros, hein, des défis. Après, celui-ci, il est difficile parce qu'il n'y a rien qui s'apprend dans les livres, dans ce que j'ai vécu. Démarrer sans effectif, sans joueurs, sans matchs amicaux, après les autres, euh, alors que tu dois jouer en Ligue 2. Enfin, je veux dire, il y a rien qui te prépare à ça. Tu peux même pas te dire, je vais appeler un confrère pour lui demander comment il a géré ce genre de situation parce que personne ne l'a vécu. Donc, c'est une première, en fait. Donc, du coup, en termes d'expérience, j'en ai rajouté une différente qui évidemment sera indélébile par rapport à tout ce que j'ai vécu cette année. Mais oui, c'était un défi fou, mais je l'ai abordé et finalement quand je me retourne, heureusement que j'ai pas trop réfléchi parce que sinon j'aurais peut-être pris peur. Et j'ai fait les choses les unes après les autres. J'ai mis de l'enthousiasme et beaucoup de travail pour essayer de contrecarrer tout ça. Et j'ai réussi à emmener un groupe de jeunes joueurs. On a pris beaucoup de plaisir dans la difficulté euh, et on les a fait progresser avec le staff. Donc oui, c'était un défi très fort et je pense que j'en ressors meilleur et plus expérimenté et j'ai grandi, je pense, par rapport à cette expérience. Et moi, j'aurais peut-être une dernière question sur Sochaux. Julien, si tu en as, hésite pas, parce qu'après, on voulait te poser aussi quelques questions un peu plus globales sur le championnat national que tu as pu voir de très près cette saison. Qu'est-ce que, quelles sont les prochaines étapes maintenant de ce projet? Comment est-ce que tu sens ton avenir à Sochaux? Voilà, tu l'as dit, il y a le développement de ces très jeunes joueurs qui va pouvoir continuer. Il va y avoir un mercato important aussi à réussir. Et puis des ambitions peut-être à faire évoluer avec ce premier maintien acquis. Quelles sont les prochaines étapes de ton avenir et puis celui de Sochaux? D'un point de vue personnel, c'est de rencontrer les actionnaires. Vous savez que notre gouvernance de club, il y a des dirigeants quotidiens qui sont là, qui pour certains vont quitter le club. Monsieur Plessis était venu pour une mission courte. Du fait de son âge, il a évidemment atteint ses objectifs. Il a remis le club en état de fonctionnement avec Carpentier. Et donc après, il y aura sans doute des gens qui vont les remplacer. À ce jour, je les connais pas. Je connais pas la gouvernance, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec les actionnaires qui sont ceux qui payent. Hein. Et dans le football, quand on paye, on décide. Et en tout cas, on oriente les choses. Donc voilà, les actionnaires, je les connais. J'ai pas eu l'occasion de discuter avec eux de l'avenir. Donc moi, j'ai besoin d'être assuré et d'être sur la même ligne de réflexion qu'eux pour la suite, sur la durée, sur les échéances, sur comment on veut fonctionner au quotidien. Parce que je pense que réussir une remontée dans les 2 ans, ça se prépare dès maintenant. Après, il y a le travail sur l'effectif, mais ça a déjà commencé. Euh, Priorité à un maintien des joueurs, du maximum de joueurs de notre effectif, c'est la priorité, une stabilité. Renforcer évidemment, et puis on sait qu'on a des jeunes joueurs
qui ont beaucoup de qualités, qui vont être sollicités. Donc on sait qu'on risque d'avoir quelques départs, mais il faut que ce soit juste quelques départs. Voilà, et puis maintenant qu'on connaît un peu mieux ce championnat-là, ça nous permet de peut-être mieux cibler notre recrutement. Ça, c'est pour le court terme. Et puis il y a en parallèle, évidemment, la préparation de la saison prochaine, de l'intersaison avec les matchs amicaux, au stage et toutes ces choses-là. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'en est pas au stade de l'officialisation du maintien pour moi, pour le staff, parce qu'on doit encore discuter tous ensemble pour annoncer les choses, et sur les dirigeants et sur le staff. On sent bien quand même la volonté de, si possible, dans le meilleur des cas, de continuer sur cette lancée, sur cette belle dynamique finalement qui a été instaurée, parce que voilà, histoire que non seulement à la fois que le club reparte pas justement à nouveau sur une feuille blanche, mais en plus que je sais pas, que tu écrives à nouveau un nouveau chapitre encore plus glorieux, je veux dire un des plus difficiles de l'histoire du FCSM. C'est vrai que la continuité, elle touche tout le monde. C'est mieux quand on dit la continuité. Après, une saison, c'est très difficile, donc on sait qu'il vaut mieux poser toutes les questions et toutes les problématiques en amont, parce que de toute façon, une fois qu'on se lance dans un défi, il faut baisser la tête et foncer. Donc c'est le moment, on est dans ce moment-là, donc il n'y a pas de pression, il y a la sérénité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, on a du temps pour faire les choses. Le championnat cette année en plus reprend plus tard, la reprise d'entraînement un peu plus tard aussi pour tout le monde. Donc voilà, il faut bien peser tout ça et être aligné sur les futures décisions. Et tu l'as dit, vous connaissez un peu mieux ce championnat national maintenant. Nous, forcément, chez Ma Ligue 2, on a envie de savoir ce que les équipes qui vont arriver en Ligue 2, voilà, en l'occurrence, c'est officiel pour le Red Star qui pourrait être rejoint par Martigues Val. C'est quoi ton regard sur ces équipes qui jouent le haut de tableau désormais en national? On sait qu'il y a beaucoup voilà, à l'image de Sochaux, de clubs historiques qui sont aujourd'hui en national. Il y a Valenciennes qui va venir s'ajouter aussi à l'équation l'année prochaine. Qu'est-ce que les équipes qui jouent le haut de tableau dans ce championnat qui est de plus en plus difficile valent aujourd'hui, selon toi? Je pense que déjà, ces équipes qui montent sont des équipes qui ont été constantes et surtout qui ont eu un projet sur la durée. Si vous prenez l'équipe de Martigues de la saison dernière qui a échoué aux portes de la Ligue 2 et l'équipe du Red Star, c'est quasiment les mêmes 11, à un ou deux joueurs près. Donc déjà, ça c'est des équipes qui se connaissent bien, qui ont plutôt des collectifs. C'est basé sur des collectifs à l'intérieur desquels il y a évidemment de très belles individualités. Le modèle de jeu du Red Star est différent de celui de Martigues. Red Star, c'est un football protagoniste avec beaucoup de pressing, avec une organisation de jeu très offensive. Alors, je ne sais pas s'il sera possible de faire exactement la même chose en Ligue 2 avec les mêmes joueurs, mais évidemment, il y aura des renforts. Il y a l'atmosphère de Bauer que vous connaissez qui permettra aussi à l'équipe d'exister dans ce championnat-là. Donc eux aussi sont dans un questionnement par rapport à la direction technique de leur équipe, parce que sans doute que le coach Habib Bey sera demandé aussi. Donc je ne sais pas comment ils aborderont la Ligue 2, quel est leur projet. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette année, cette équipe-là, à domicile, sur son terrain, elle aurait pu affronter beaucoup d'équipes de Ligue 2 et les mettre en difficulté. Voilà. Concernant Martigues, c'est une équipe expérimentée, je pense que c'est un collectif, c'est une équipe qui joue juste, qui connaît très bien le national. Je ne sais pas si la majorité des joueurs sauront passer le cap de la Ligue 2, parce que c'est un championnat qui est quand même très différent. Voilà, c'est des équipes qui auront besoin de se renforcer. Mais il y aura des révélations sur des joueurs qui vont découvrir la Ligue 2 et qui vont prendre le bon wagon. Mais c'est vrai que la Ligue 2 à 18, la saison prochaine, ce sera un niveau très relevé. Donc ils auront besoin, évidemment, comme tout le monde, quand tu es promu, de te renforcer. Puis le championnat national aussi sera très relevé, parce que il perd un club à multiples propriétés, il en récupère deux avec Valenciennes, probablement les Stacks, je m'avance peut-être un petit peu. Ouais, c'est vrai que là, on peut y mal penser orienté. aussi. Ouais, ça, des clubs qui sont aussi, on va dire, qui sont plutôt aussi sur une dynamique favorable, même si QRM a fait moins bien cette saison que la précédente. Concarneau qui se structure, qui va avoir le stade qui va arriver aussi, enfin, qui va pouvoir retourner à Guy Piriou. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Ouais, non, franchement, il va y avoir des belles équipes, des belles formations. On n'oublie pas Dijon, Nancy, Le Mans, Rouen, on leur souhaite de rester, bien sûr.
Voilà, il va y avoir une très très grosse concurrence et même si heureusement il y a le retour des barrages et moins de descentes, je crois que ça réduit à 3, c'est ça, 3 ou 3 descentes. Ouais, alors le nombre, je sais plus, ça réduit, je sais plus, c'est 3 ou 4, mais peut-être 3. Et puis surtout, il y aura un barrage. Ouais, Donc ça va ouais, faire c'est ça. encore un championnat aussi en haut de tableau qui va Très être très un peu plus dense. électrique. Ouais, ça va être dense. Après, c'est vrai que sur la ligne de départ, on voit les noms des équipes et Mm. voilà, c'est des petites Ligue 2, hein. Bon, après, c'est logique, c'est mathématique. Les championnats se réduisent en nombre au niveau professionnel, donc ça donne aussi des possibilités de recrutement de joueurs plus importantes, variées. Globalement, on a perdu 4 équipes Ligue 1, Ligue 2, donc le nombre d'effectifs, ça fait un certain nombre de joueurs qui se retrouvent sur le marché. Donc oui, je pense que ce sera un championnat national très très relevé. Mais il y aura encore aussi, dans des équipes qui n'ont peut-être pas les noms les plus clinquants, toujours des surprises. Évidemment. Et, C'est souvent comme ça, on voit avec ouais, Rodez en ouais, Ligue 2 cette année, avec Brest en Ligue 1. voilà, exactement. C'est la beauté de notre sport et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, c'est que les choses ne sont pas acquises et il peut y avoir des surprises. Tout à fait. Est-ce que toi, Julien, tu avais encore une question pour Oswald, ou est-ce que on peut conclure avec la question que j'ai l'habitude de poser à nos invités pour finir? Alors, ma foi, je pense que je vais laisser, je vais vous laisser le mot de la fin. Je pense que j'ai beaucoup parlé. J'ai monopolisé le débat. Ah, comme d'habitude, hein, tu es le mieux placé pour le savoir, Julien. On essaye d'avoir des épisodes denses où la discussion est fluide. Donc là-dessus, Oswald, tu as été parfait. Moi, il y a une question voilà, que je pose Merci. toujours à nos invités pour conclure ce podcast. On a parlé de comment tu voyais ton avenir. Et puis moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, parce que c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi en tant qu'entraîneur, et puis à toi, à Sochaux, avec ton club actuel. Parce qu'on peut me souhaiter, c'est de garder la passion du football, tous les matins heureux de me lever pour aller retrouver les joueurs, d'aller sur le terrain, de les entraîner, de partager avec un staff. Voilà, ça c'est le. Quand tu as ça, tu as l'impression de faire le plus beau métier du monde. Et ça veut aussi dire que tu as un club et que tu es en activité. Donc ça c'est précieux d'être heureux avec. Ouais, c'est vrai. Et ça débouche aussi sur un sentiment de bonheur dans ta famille, autour des tiens. Et puis me souhaiter de. Ce que tu peux me souhaiter personnellement avec mon club de Sochaux, ça serait de le faire remonter jusqu'en Ligue 1. Je vais volontairement aller jusqu'en Ligue 1 dans ce qu'on peut me souhaiter. Mm. Évidemment que ça demande beaucoup de choses, c'est pas être prétentieux, c'est juste pour le clin d'œil, mais je pense que c'est des clubs qui peuvent un jour y retourner. Et c'est d'une façon générale de continuer à vivre de ma passion comme ça, avec des environnements comme celui dans lequel je suis en ce moment, qui respire le football populaire et où les gens sont contents de venir voir les matchs tous les 15 jours au stade. Voilà. Et de partager aussi avec des passionnés comme vous, ce qui fait la richesse de notre métier aussi, des rencontres et des discussions comme ça qui sont toujours très intéressantes. Top. Merci beaucoup. C'était passionnant aussi pour nous. Je pense qu'on peut dire aussi Ouais. que chez ML2, c'est ce qu'on te souhaite et c'est ce qu'on souhaite à Sochaux, de Mm. rapidement revenir en Ligue 2 avec une saison de nationale, on l'a dit pour conclure, qui va être absolument passionnante. Et voilà pour ce 5e épisode du podcast ML2. Encore une fois, on a coutume de le dire, mais on est vraiment ravis de notre invité, Oswald Tanchot, qui a été top. Et puis ça nous fait très plaisir de prendre des nouvelles du FC Sochaux, de savoir comment ça s'est passé pour eux cette saison en nationale, de savoir quels sont les projets aussi et les évolutions vues. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous noter sur vos plateformes de streaming, ça nous aide énormément pour le référencement. Pareillement pour les pouces bleus sur YouTube, où on a une audience de plus en plus large et ça nous fait très plaisir. Voilà, de l'autre côté, on va continuer à vous proposer des podcasts avec des invités tout aussi passionnants au fur et à mesure des mois qui avancent. En tout cas, c'était Malik 2. On vous dit à très vite.